Voilà, nous sommes encore de retour sur notre plateau. Juste avant de continuer Makale, des remerciements au groupe 6 Médias, grâce auquel médias nous avons pu faire la retransmission en direct. C'est juste l'expression d'une reconnaissance de l'efficacité de ce partenariat que nous avons avec ce groupe de médias. Et tout à l'heure, nous avions salué le DG Aboubakry Ba, mais nous avons aussi l'obligation de citer le grand mentor, son mentor, donc Mamadou Antonio Soiré. Antonio Soiré est le grand patron de 6 Médias. Merci à lui pour ce partenariat fructueux avec la RTG. Alors, dans la suite de nos discussions, nous avons maintenant un représentant du ministère des Mines. Présentez-vous, monsieur le directeur. Je m'appelle Abakar Kourouma. Je suis le directeur du bureau de stratégie de développement au ministère des Mines et de la Géologie. Les mines, un grand secteur pourvoyeur d'emplois et un secteur dans lequel la Guinée a fait un grand bond ces dernières années. Tout récemment, on est passé premier pays producteur de bauxite. Tout cela, c'est grâce à l'engagement de l'État guinéen, du gouvernement guinéen, également des techniciens que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été fait pour qu'on ait ce résultat salutaire? Bon, d'entrée, je fais une petite correction. La Guinée est deuxième, placée derrière l'Australie. On était troisième, maintenant on est deuxième au vu des résultats de 2019. Voilà, la Guinée a produit environ 70 millions de tonnes. Et cette année, même malgré la Covid, je suis même capable de vous dire qu'on va dépasser cette production annuelle. Le boom vient d'une vision, de la vision du président, qui est depuis 2011. Si vous voyez un peu les chiffres du secteur minier depuis 2011 jusqu'à date, les chiffres eux-mêmes parlent. On était par exemple en 2010 environ autour de 13 millions de tonnes. Et aujourd'hui, on parle de 70 millions de tonnes. Au deuxième semestre, deuxième trimestre 2020, on était déjà à 65 millions de tonnes environ. Et les estimations que nous faisons régulièrement avec les sociétés minières permettent de dire aujourd'hui qu'on serait autour de 85 millions de tonnes. Donc, tous ces résultats découlent de la politique qui est mise en œuvre, la vision du président, qui est déjà, il y a eu la révision du Code minier 2011 en 2013, qui a donné beaucoup d'importance. Il y a eu l'assainissement, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, notamment l'assainissement du cadre juridique qui a permis aujourd'hui de rassurer les sociétés minières. C'est ce qui explique un peu l'investissement qu'on voit aujourd'hui dans le secteur minier. On est passé en 2010, comme je disais, de 13 millions de tonnes à 2019, 70 millions 200. Et en 2020, on serait autour de 90 millions de tonnes environ. Ça sont les estimations. Mais ce qui est sûr, on dépasserait les 70 millions de tonnes. Il faut savoir qu'on est deuxième produit qui produit la bauxite, mais on est les premiers exportateurs en Chine. Ce qui n'est pas anodin, ce qui est quelque chose quand même... à saluer. Voilà. Donc il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de réformes qu'on ne peut pas citer ici. Mais entre autres, vous voyez aujourd'hui, les investisseurs ont confiance en la Guinée. Aujourd'hui, toutes les conventions minières sont publiées sur un site internet accessible à tous. Aujourd'hui, nous avons fait l'audit institutionnel du ministère des Mines pour le rendre plus performant. Aujourd'hui, on a la modernisation du cadastre. D'où que vous soyez aujourd'hui, vous avez accès au cadastre minier guinéen et vous pouvez déjà être intéressé par une zone bien définie et déjà entamer les démarches. Ce sont des choses qui n'étaient pas, avant l'arrivée du président, qui n'étaient pas possibles du tout. Aujourd'hui, vous avez la publication des informations statistiques sur le secteur minier trimestriellement. À date, le ministère des Mines produit tout ce qui est produit en termes de bauxite
or, fer, et on fait la situation sur l'emploi, mais de façon régulière. Monsieur Kourouma, oui. Rapidement une question. Oui. Aujourd'hui, tous les Guinéens disent que l'objectif c'est 100 millions de tonnes de bauxite dans quelques années. Hein? C'est un peu ça l'objectif. Oui, on peut dire ça. Voilà. Mais 100 millions de bauxite exportés et pas de bauxite transformé sur place. Quelles sont les perspectives dans le domaine de la transformation? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça qui produit de la valeur. C'est des questions qui reviennent souvent. Hein. Ouais. Vous savez, la transformation sur place demande d'autres conditions que forcément le ministère des Mines ne maîtrise pas. Okay. D'abord, il y a le problème de l'énergie qui est en train d'être réglé. Pourquoi aujourd'hui la Chine exporte plus la bauxite guinéenne qu'utilise leur propre bauxite qu'ils produisent? Parce que la qualité de la bauxite guinéenne est supérieure. Fait que le traitement en termes d'énergie, ça leur rend plus cher si ils traitaient leur bauxite en Guinée que leur bauxite chinoise en Chine que d'exporter la bauxite guinéenne. Voilà. Donc ça demande beaucoup d'énergie. C'est le taux de silice qui fait que comment on appelle ça, la transformation devient difficile. Donc nous pensons de toutes les façons dans les conventions qui ont été qui ont été signées récemment, il y a toujours un volet transformation sur place. Il y a certaines sociétés qui ont fait déjà les premières poses de pierre pour leur industrie de transformation. Et donc nous pensons que dans les 4 à 5 années à venir, la Guinée va commencer, en plus de Friguia, il ne faut pas oublier, Friguia transforme. En plus de Friguia, il y aura d'autres sociétés qui vont rentrer dans cette phase de production de l'alumine sur place. La Guinée, deuxième pays productrice de bauxite derrière l'Australie, mais premier pays exportateur en Chine. En Chine. Donc, du coup, moi, je voudrais que vous nous parliez un peu de comment faire pour faire une adéquation entre, parce qu'on a quand même eu ces dernières années beaucoup d'entreprises minières dans notre pays, notamment du côté de Boké. Comment faire en sorte que les retombées, que les populations ressentent réellement les retombées? Ça a beaucoup crié ces derniers temps à Boké. Comment faire en sorte, ça vous fait sourire, mais c'est une question quand même très importante. Voilà. Ça me fait sourire parce que, comme vous savez, depuis maintenant, je crois, 2 ans, un peu moins, il y a eu l'article 165 du Code minier qui parle de la répartition des revenus miniers. On a mis aujourd'hui en exécution cet article-là qui fait que les revenus miniers sont redistribués auprès des collectivités. Il y a eu la création du Fonds national de développement local. Le FODEL. Voilà. Il y a le FODEL et il y a l'ANAFIC. Voilà, le FODEL, oui. Voilà. L'ANAFIC, déjà, c'est 15% des revenus miniers qui sont mobilisés uniquement que pour les collectivités locales. 2019, ce qui était prévu, ce qui a été alloué à l'ANAFIC est d'environ 144 milliards de francs guinéens qui devaient être distribués dans ce cadre-là. Il y a aussi le FODEL. Le FODEL, c'est un fonds qui n'est pas abondé de la même manière que l'ANAFIC. C'est plutôt les communautés impactées par les sociétés minières, les projets miniers qui en bénéficient avec une clé de répartition bien claire et un cahier de charge bien précis pour l'utilisation de ces fonds. Et à date, nous sommes en train de finaliser le rapport de l'utilisation de ces fonds. Vous verrez si vous partez sur le site du ministère des Mines, vous verrez les bulletins statistiques. Certains bulletins, notamment le premier trimestre de 2020, parlent un peu même des projets qui ont été financés. Ce qui est important à signaler dans le cas du FODEL, avec l'implication du président de la République lui-même, 40% des revenus FODEL, 20% pour les femmes, 20% pour les projets des jeunes. Voilà, ça ce sont des faits, c'est factuel ce qu'on vous dit. Et c'est pour ça que je souris un peu. Pourquoi ça crie? Ça crie parce que la population demande... Il y a tous ces mécanismes qui sont mis en place par l'État pour quand même que les populations bénéficient des retombées, mais on entend toujours des petits... Ça va toujours crier parce que les besoins sont énormes. Bon, aujourd'hui, quand on développe un centre
je sais pas, de formation pour une communauté, certaines communautés voudraient par exemple une mosquée. Une mosquée, oui. Parce qu'elles ont une mosquée à 5 km de chez eux, et ils n'ont pas l'habitude de partir là-bas, alors que nous, dans les projets qui sont éligibles pour ce type de financement, c'est plutôt des projets d'intérêt économique, généralement, pour encourager l'entrepreneuriat. Donc, voilà, la population va être difficile à satisfaire à 100%, mais je crois que c'est un mécanisme qui vient d'être créé, qui se met qui est en train de s'huiler, qui est en train de... Et je suis sûr que dans les prochaines années, les bénéfices vont encore exploser. Il y a la question surtout de l'environnement. Oui. L'adéquation entre exploitation minière et le maintien de l'environnement, restauration le respect de l'environnement. des normes. Est-ce que, du point de vue de la lecture que le ministère en fait, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, du côté du ministère, oui. Bien sûr. Nous avons refondu notre cadre de planification il y a 2 ans de cela. Nous avons rendu... Obligatoire. Non, en fait, nous avons élaboré un plan de développement du secteur minier 2016-2025 qui s'apparaît directement au PNDS. Nous avons pris en compte effectivement les manquements qui existaient dans la mise en route de la politique minière. Et il faut savoir que le ministère des Mines a pour vocation de dynamiser le secteur minier, d'encourager les sociétés minières, de les accompagner pour qu'elles puissent produire, pour augmenter les rentes de l'État, qu'elles puissent produire plus, donc payer plus de taxes, embaucher les gens. Après, nous avons effectivement ce volet environnement que nous suivons. Mais il y a un ministère de l'Environnement avec lequel nous travaillons, parce que pour qu'une société minière ait un permis minier, il y a non seulement l'étude de faisabilité qui doit faire, que nous gérons au niveau du ministère des Mines, mais il y a l'étude d'impact environnemental et social. Il faut le quitus du ministère de l'Environnement. Voilà. Et dans cette étude, il y a le suivi des aspects environnementaux qui sont clairement définis dedans. Voilà. Donc nous accompagnons ce processus-là. Et nous avons une direction nationale des mines qui a un service qui s'occupe de l'environnement, mais c'est le ministère des Mines et de l'Environnement qui a en charge de... Mais nous pensons que les sociétés minières respectent globalement voilà, exactement. Makele, peut-être une dernière question, en tout cas, oui, mais de mon point de vue. Qui nous parle peut-être très brièvement. Non, je voulais parler de Simandou d'abord. Ah, okay. Simandou a été récemment réattribué, oui. Je crois. Simandou 1 et 2, c'est ça? Oui. Ok, Simandou, quelles sont un peu les clauses de ce contrat-là? Est-ce que ça respecte... Rio Tinto était sur le projet, ils sont partis. Il y avait eu un accord, je crois, de 20 milliards. 20 milliards, un projet stratégique de 20 milliards. Sur les 20 milliards, là, ça c'est... C'était les infrastructures. Voilà, là c'est autre chose. Là c'est l'accord cadre. Okay. Non, pas la Chine, pas l'accord cadre avec la Chine. Ouais. Les projets que Simandou avait, que Rio Tinto devait faire, notamment la construction du Transguinéen, etc., voilà. L'exploitation... Tout cela a été refondu dans ce accord qui vient d'être... l'accord qui vient de la convention qui va être signée avec Winning, voilà, donc, SMB Winning. Voilà, donc c'est un projet d'environ 14 milliards de dollars. C'est un projet qui n'aura pas son deux en Afrique, peut-être même dans le monde. Et ce projet-là, effectivement, met à jour la Transguinée. C'est un projet de développement intégré, donc qui est non seulement projet fer, mais en même temps infrastructure, développement local et tout ce qui suit la chaîne, toute la filière. Voilà, donc à date, le projet, la convention a été signée et les promoteurs du projet ont déjà 40% du montant disponible. Oui. Donc, voilà, 6 milliards de dollars disponibles, c'est du jamais vu. Oui, voilà. Et donc, on est en train de mettre en œuvre les derniers réglages pour que le projet puisse être lancé immédiatement. Voilà. Oui, je parlais des perspectives. Okay. Oui, on est en tout cas dans la dynamique du premier mandat de la 4e République. Le président a prêté serment aujourd'hui devant des chefs d'État, une douzaine, et des chefs de gouvernement réunis. En matière de mines, quelles sont les perspectives pour notre pays?
Bon, les perspectives, déjà, il est question de consolider les acquis. Parce qu'on a des acquis. On a des acquis déjà. Les acquis sont déjà, on vient de les démontrer. Il s'agit de les consolider. Et voilà, il y a beaucoup de projets qui sont en phase de préparation qui vont être immédiatement lancés. Il y en a qui vont être lancés en début de l'année. Oui. Et voilà. Et on a aussi parlé des projets de transformation sur place. Voilà, ce sont les perspectives qui sont très, très, très prometteuses. Et le ministère des Mines, en tout cas, a élaboré un plan d'action opérationnel qui essaie de camper sur tout ça afin d'atteindre dans 4-5 ans un niveau vraiment satisfaisant. Ok, bah, je pense que... Ok, merci infiniment. Merci d'être passé par là, M. Kourouan. J'espère que vous aussi vous reviendrez dans pas très longtemps sur ce plateau. Et vous avez d'ailleurs une porte d'entrée à la RTG ici, avec un de nos collègues qui saura vous inviter très prochainement pour aller beaucoup plus en profondeur de toutes ces questions. Maintenant, si la régie le veut bien, si la régie nous le permet, on va dire un mot sur l'environnement économique. Notre aîné Boubacar Ba est avec nous, il nous accompagne. Il va revenir sur ce plateau, il va dire 2 mots et puis comme ça on va mettre un terme à ce plateau spécial investiture. Monsieur Kourouan, veuillez patienter, nous attendons le signal de la régie pour essayer de changer.